Bonsoir à tous, bienvenue sur Mediapart. C'est la soirée électorale des élections européennes qui commence. Nous sommes ensemble jusqu'à 22 h. Il y a 3 rendez-vous. À 19 h, on va parler dès maintenant des premiers chiffres qui nous sont parvenus sur la participation électorale. À 20 h, on parlera des résultats des principales forces politiques en France. Et puis à 21 h, on essaiera de décrypter les premiers résultats qui nous seront parvenus des autres pays, sachant que les horaires sont différents selon les pays. Alors, avec moi pour ce premier plateau, Anne Jadot, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Lorraine. Vous êtes spécialiste de sociologie électorale et notamment des questions de participation, d'abstention. Nous avons aussi Christophe Majastre. Vous êtes enseignant-chercheur à Paris 8 au laboratoire CRESPA. Et puis, il y aura 2 journalistes de Mediapart, une qui est déjà là, Amélie Poinceau. Bonsoir. Tu es donc journaliste au service international, au pôle international. Tu es l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Dans la tête de Viktor Orban », mais tu as réalisé beaucoup d'autres reportages dont on va parler. Et puis, qui nous rejoindra en fin de ce plateau, Mathilde Goannec du pôle social pour nous parler des Gilets jaunes et des élections européennes. Alors, Anne Jadot, on va commencer avec vous et on va peut-être regarder s'afficher le taux de participation estimé par Ipsos, donc un taux de participation qui va être supérieur donc à 50% pour les élections européennes de cette année. Donc c'est largement plus qu'en 2014, qu'en 2009 et en réalité ça va s'inscrire plutôt dans les fourchettes hautes de la participation à ce type d'élection. Donc un taux de participation moins médiocre qu'attendu. Donc par rapport au précédent, si on peut faire un petit historique. Alors effectivement, on serait au-dessus des 50% de participation, ce qui finalement nous remonterait quasiment 25 ans en arrière, à l'époque où il y avait un scrutin avec une seule liste nationale. Ce qui fait penser que peut-être rétrospectivement, le découpage en euro-régions pour les précédentes sessions, soi-disant pour rapprocher les eurodéputés des citoyens et des territoires, avait un désavantage de manque de lisibilité de la campagne et que revenir à une campagne nationale, même si on aura l'occasion d'en reparler, elle n'a pas été aussi saillante, elle a été assez tardive, ça a peut-être été quand même un impact positif. Oui, parce qu'il faut rappeler, les 2 précédents scrutins, en fait, ont voté pour des listes dans des euro-régions qui n'avaient pas vraiment d'équivalent administratif, qui étaient un peu faites de toutes pièces. Aucune signification, ça ne correspondait pas au département, ça ne correspondait pas aux anciennes régions, 22 régions. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas un attachement identitaire des citoyens de ces territoires-là. Très peu savaient dans quelle euro-région ils habitaient, pour être très honnête. Alors effectivement, vous le dites, on atteindrait des niveaux de participation qui nous ramènent plutôt vers 1994, où là c'était 52%, donc ça commence à remonter. Il y a un autre point de repère qu'on peut prendre, c'est que c'est un taux de participation qui va se révéler supérieur à celui des législatives de 2017 où on élit en fait les députés à l'Assemblée nationale. Alors c'était un score particulièrement bas en 2017, mais enfin tout de même on se retrouve, alors qu'on répète tout le temps que les élections européennes n'intéressent personne, que les gens ne votent pas, finalement ils ont plus voté que pour les législatives d'il y a 2 ans. Alors en fait, c'est que les législatives de 2017, elles arrivaient à la fin d'une séquence électorale de 4 tours de scrutin présidentiel puis législative, mais également de toute une session puisque ça avait commencé très tôt avec les primaires. Donc il y avait une espèce de fatigue électorale peut-être et le sentiment que tout s'était joué à la présidentielle. Donc l'abstention avait doublé entre le second tour présidentiel et le premier tour des législatives, qui est déterminant évidemment pour savoir qui se maintient ou pas dans les circonscriptions et qui a donné les résultats qu'on sait. Et du coup, effectivement, c'est une indication, on le sait depuis très longtemps en sciences politiques, que la participation électorale, elle est intermittente. On a un petit volet d'à peu près, on va dire 12-15% de gens qui ne votent jamais. Ceux qui sont des votants constants, c'est maintenant un tiers, on va dire. Donc environ 30% de gens qui votent systématiquement. Qui, eux, votent systématiquement pour des raisons d'attachement à l'acte de vote, perçu comme un devoir ou un droit, pour l'attachement au principe d'expression. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, puisque Emmanuel Macron a essayé de jouer sur cette corde-là il y a quelques jours, et qui renvoie à des résultats qu'on a en recherche, nous. Et le gros volant, à peu près 50-55% des gens, sont des votants intermittents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas systématiquement, ils ont besoin d'avoir une raison
conjoncturelle qui va les amener aux urnes. Bien évidemment, il y a aussi des grosses inégalités sociologiques. On va en parler. Une dernière question avant de continuer le tour de table. Est-ce que ça ne met pas un peu en cause aussi, ou ça ne fait pas réfléchir sur ce modèle, sur ce terme-là qui a été utilisé notamment en sciences politiques, puisque c'est la discipline d'où vous venez. Les élections européennes ont été utilisées comme un scrutin qui serait caractérisé comme de second ordre. En fait, on aurait les élections de premier ordre pour le pouvoir national, le décisif pour le pouvoir national, et les élections de second ordre, donc de moindre importance, qui auraient toute une série de caractéristiques. Alors, effectivement, est-ce que le fait qu'on se rapproche des législatives, il n'y a pas une sorte soit les législatives sont devenues des élections vraiment reléguées en France, tout le monde s'en fiche, ou alors c'est que les européennes finalement ont un statut un peu plus compliqué que. Alors effectivement, elles ont été appelées de second ordre dès 1979. C'est une analyse de Reif et Schmitt qui avait été posée à l'époque. 1979, c'est les premières élections européennes. Et peut-être que finalement, c'est le concept qu'avait un politiste français, Jean-Luc Parodi, qui lui parlait d'élections intermédiaires. Et en fait, ce qui est important, c'est que ce n'est pas la nature intrinsèquement d'une élection, ni son importance institutionnelle, ni le pouvoir qu'elle donne objectivement à des députés français, par exemple. C'est la place qu'elle a dans un cycle électoral national. Et en fait, selon que vous êtes après des municipales, des régionales, ou que vous êtes comme aujourd'hui, on est la première élection depuis 2017. Donc en fait, ce n'est pas seulement une histoire de à quel moment du cycle on est, mais est-ce qu'on suit ou est-ce qu'on précède de très peu une autre élection d'un autre type. Donc peut-être que c'est plutôt intermédiaire et que dans ce contexte-là, pour certains, ça a peut-être été la revanche de 2017. C'est la première occasion de retourner aux urnes depuis 2017. Oui, voilà, c'est le premier test électoral post-élection d'Emmanuel Macron. Christophe Majaz, alors effectivement, tout de même, c'est un chiffre qui reste plus bas que les chiffres qu'on a pour les élections nationales, alors pour la présidentielle en France, pour les élections législatives dans beaucoup d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Certains disent en fait l'enjeu lui-même est assez faible parce que le Parlement aurait assez peu de pouvoir au niveau européen, et puis d'autres disent en fait de toute façon il n'y a pas de vraie communauté politique européenne, ça n'existe pas comparé à des communautés politiques nationales. Comment vous voyez les choses? Je pense qu'il y a en fait deux choses dans votre question. La première, elle renvoie effectivement à ce modèle de l'électeur stratège qui finalement, sachant le peu de pouvoir qu'a le Parlement européen, y compris donc sur toutes les grandes questions européennes, maintenant, par exemple, on va dire qu'il y a quand même un large consensus à gauche pour dire qu'une politique social-démocrate n'est pas possible en Europe sans changer les traités. Et typiquement, c'est quelque chose dans lequel le Parlement européen n'a aucun pouvoir. Et dans la plupart des matières, que ça concerne, par exemple, justement la fiscalité, les mesures d'austérité, etc., de toute façon, ce seront les États qui décident à la fin. Donc on pourrait se dire, et je pense que c'est tout à fait légitime de le penser, que finalement les électeurs ne sont pas si bêtes et ils peuvent très bien voter aux élections, par exemple présidentielles, en fonction de leur opinion sur l'Europe. Donc s'ils veulent changer l'Europe, par exemple, ils peuvent choisir de donner leur voix à un parti qui veut changer les traités ou à un parti qui veut mener une politique européenne. Donc, par exemple, François Hollande avait fait une partie de sa campagne en 2014 sur l'idée de changer les traités. Ouais, en 2012 En 2012, oui, pardon. Donc c'est les européennes de 2014. Donc voilà, vous voyez que la confusion est aussi... j'ai déjà confondu les élections européennes et nationales. Et par ailleurs, on peut penser qu'il est tout à fait rationnel, finalement, d'utiliser un peu ce tour pour rien, donc ce vote gratuit, pour sanctionner un gouvernement qui ne nous plaît pas, ou pour protester en tout cas contre ce gouvernement. Ensuite, effectivement, l'abstention saurait être le signe de l'absence ou de la présence d'une communauté politique. Donc c'est pas parce qu'il y a 47% d'abstention aux législatives que pour autant il n'y a plus de Français, ou alors que 53% des Français ne se sentent plus Français. Donc ici, voilà, il faut faire attention à comment on utilise ces chiffres. Et c'est vrai que la question qui est celle de l'Europe actuellement n'est plus tellement celle qu'on se posait dans les années 90, qui était de savoir comment résorber ce déficit démocratique. Donc finalement, sachant que l'Europe avait de plus en plus de pouvoir, que de plus en plus de gens étaient concernés par ces décisions, on pensait qu'il était très urgent
de replâtrer finalement cette construction européenne pour lui donner une façade démocratique. Or, en fait, on commence maintenant, enfin surtout depuis quelques années, en théorie politique, à se demander s'il est vraiment nécessaire, si l'Europe a besoin d'Européens, si l'Europe a besoin de gens qui se sentent européens, qui s'identifient eux-mêmes comme européens. Et on se rend compte que les gens peuvent voter en toute conscience, peuvent être critiques, adhérer ou non, ou rejeter l'Union européenne sans forcément se sentir européens. Donc il y aurait effectivement ici, je pense, dans ces élections européennes, une sorte de normalisation un peu de ce rapport distant à l'Europe qu'on pourrait déceler, en tout cas à travers cette, disons, la persistance de ce faible niveau de participation qui ne se laisse pas interpréter, encore une fois, ni en termes de rejet, ni en termes d'adhésion. Voilà. Parce que, alors, on dit souvent aussi, c'est souvent sur le ton de la déploration qu'on dit qu'il y aurait 28 campagnes plutôt qu'une seule vraie campagne européenne, qu'on ne discute pas vraiment des enjeux européens. Et du coup, le regard de celui qui regarde ça d'un point de vue théorie politique, est-ce que c'est si grave finalement quand on a une construction comme la construction européenne qu'il n'y ait pas ce degré-là de débat public qui ne ressemblerait pas exactement au débat public national? Mais donc là encore, je pense qu'on a été effectivement pendant assez longtemps victime d'un piège méthodologique qui consistait à projeter un peu les attentes, en tout cas le modèle de l'État-nation, d'un débat public national, d'une presse nationale, d'une formation d'opinion nationale au niveau européen. Mais bon, voilà, avec toute une série de réflexions qui venaient aussi un petit peu contrer, qui venaient finalement répondre en miroir à ces réflexions-là en disant bien, il n'y a pas les préconditions nécessaires au niveau de l'homogénéité sociale, au niveau de la presse pour la construction d'un véritable espace public européen. Et en fait, donc, tous ces débats maintenant nous paraissent presque un petit peu anachroniques, mais le problème c'est que effectivement l'Europe est restée dans le flou pendant très longtemps. Donc l'indétermination finalement fait pratiquement partie de son ADN. Donc est-ce que finalement l'Union européenne n'est une organisation intergouvernementale régie par les États, ou bien est-ce qu'elle a besoin, pour se légitimer, d'un peuple européen qui discute, etc. Donc on était vraiment entre ces deux modèles où on a vu par exemple lors de la Convention européenne, donc qui a été nommée en référence à la Convention de Philadelphie, un peu cette volonté de faire peuple à un moment donné, mais qui a fini, comme on le sait, par se cracher sur la volonté des peuples français et néerlandais, mais aussi sur la volonté des chefs d'État. Voilà, en 2005. La Convention avait abouti à un traité qui a été rejeté notamment par les Néerlandais et les Français. Voilà, exactement. Donc ici, on voyait qu'on s'orientait donc au début de cette convention vers cette idée de la création d'un peuple européen sur le moment de Philadelphie, un petit peu, donc à l'image de ce qui s'était passé pour la fédération américaine. Et puis on a fini par des États qui reprennent la main, qui remanient le traité, et puis des peuples qui s'y opposent. Donc on a vraiment ce qui fait l'Europe aujourd'hui, c'est finalement cette absence de clarification d'une finalité, il me semble. En tout cas. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour le dire parce qu'on va aborder les autres pays un peu plus tard dans la soirée, mais il se trouve qu'il y a eu un surcroît de participation un peu partout en réalité. Peut-être Amélie, tu peux en dire un mot, notamment parce que tu travailles beaucoup sur les pays à l'est de l'Europe, y compris dans ces pays-là. Il y a eu un surcroît. Cette participation est plus importante dans l'ensemble de l'Union européenne. Il faut avoir en tête aussi que dans pas mal de pays, il y a eu au même moment aujourd'hui des élections municipales ou régionales, notamment en Espagne et en Grèce. Donc c'est aussi des élections qui probablement mobilisent davantage les électeurs, et du fait d'aller voter et de mettre un bulletin de vote dans l'urne, du coup ça devient plus évident de voter à la fois pour les municipales et pour les européennes en même temps. En Roumanie aussi, il y avait un référendum aujourd'hui où il apparaît que le gouvernement en place est probablement désavoué, mais on attend encore les résultats. C'est un référendum qui portait sur une réforme de la justice pour lequel le gouvernement actuel est très contesté. Donc il y avait d'autres enjeux que les simples élections européennes dans plusieurs pays. Et j'ajouterais aussi comme élément d'analyse, mais bon, ça c'est à creuser et à poursuivre dans les prochains jours. Mais je pense aussi qu'on est dans un contexte très différent de 2014 pour beaucoup de pays. On est quand même à la fin d'un cycle de crise européenne. Il y a eu la crise de l'accueil des réfugiés en 2015, il y a eu la crise de la dette grecque, il y a eu le Brexit en 2016. Donc tout cela s'ajoute, et moi j'interpréterais ça comme peut-être un sursaut de mobilisation des électeurs
électeurs, se disant peut-être, bon, c'est pas de cette Union européenne qu'on veut, cette Union européenne de l'austérité, du refus de l'accueil. Peut-être qu'il y a aussi d'autres idées là, qui se développent du côté des électeurs et qui essaye malgré tout de signifier autre chose aujourd'hui. Du coup, Anne Jadot, ce que dit Amélie Poinceau m'amène une question pour vous, parce qu'on parle beaucoup du chiffre français. Qu'est-ce qu'on sait de la singularité ou pas du cas français par rapport au reste des pays européens? On le disait tout à l'heure, à l'Est, traditionnellement, il y avait des taux de participation vraiment particulièrement bas. Voilà, comment se situe la France par rapport aux autres pays européens? Alors, le problème, c'est que si on le compare à la moyenne européenne, on a eu l'Europe qui s'est élargie progressivement et il y a vraiment une césure après 2004 avec le gros élargissement quand on est passé à 25, puis 27, puis 28. Et c'est vrai que la moyenne européenne à ce moment-là a plongé. Parce qu'à l'Est, ça votait particulièrement peu. Il y a des pays où c'était entre, on va dire, un peu au-dessus ou un peu en dessous de 20% uniquement. Et qui étaient les nouveaux entrants, dont on aurait pu penser qu'il y avait eu le même effet que sur l'Espagne à une époque ou sur la Grèce à une époque, où il y avait un côté intégrer l'Union européenne, qui s'appelait la CE à l'époque. Ça sanctionnait le retour à la démocratie, la fin d'une dictature, et il y avait un aspect positif. On n'a pas eu ça du tout en 2004. Il y avait une forme d'indifférence européenne, aussi parce qu'avec des différentiels importants par rapport à la participation dans les élections législatives respectives de ces pays-là. Une différence liée au fait que justement l'entrée dans l'Union ne s'est pas faite de la même façon ou avec les mêmes types d'aide économique, par exemple? Oui, ou de problématiques et de se dire, comme ce qui a été mentionné tout à l'heure, que c'était en pesant sur leur gouvernement national qu'ils auraient une voix en Europe. Il faut voir aussi, c'est par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a quand même eu des progrès dans le Parlement européen par rapport à la possibilité de faire une motion de censure contre la Commission, par rapport à la possibilité de voter le budget, même s'ils n'ont pas complètement l'initiative législative comme un Parlement national classique. Mais c'était un paradoxe qui a beaucoup interrogé, justement, de se dire, au fur et à mesure que le Parlement avait gagné en pouvoir par rapport aux autres du trio, et par rapport à cet élargissement qui avait été très important, malgré tout, l'Europe peinait à mobiliser, y compris des citoyens qui ont acquis la liberté de circulation, qui ont pu aller s'installer dans d'autres pays. En Irlande, par exemple, il y a énormément de gens qui venaient des pays de l'Est qui ont pu aller à une certaine époque. Et puis effectivement, la crise de 2008, moi je daterais, il y a eu la crise de 2008-2009 quand même, économique avant celle des migrants. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on va devoir tous se pencher. Mes collègues et moi, on est dans un projet européen qui s'appelle European Election Monitoring Center, où en fait on fait de l'analyse de la communication politique dans les 28 pays de l'Union, à travers les spots, les affiches, les publicités payantes quand il y en a, à travers la manière qu'ils ont d'utiliser Facebook et les réseaux sociaux pour communiquer avec les électeurs. Et du coup, on va vraiment se poser des questions dans les semaines qui viennent sur tout ce matériau qu'on a collecté et qui est en partie analysé uniquement, de se demander est-ce qu'il y a eu un ressort commun? Est-ce que dans les différents pays, peut-être que dans d'autres pays, on a plus mis en avant les enjeux européens que les enjeux strictement nationaux? Ce qui semble paraître, c'est que les Spitzenkandidaten étaient très peu mis en avant. Alors là, il faut qu'on explique les Spitzenkandidaten. Peut-être, Amélie, tu peux expliquer. Oui, alors c'est l'idée en fait que chaque grand groupe parlementaire à Strasbourg désigne en fait une figure qui serait la figure candidate à la présidence de la Commission européenne. Donc là, par exemple, Jean-Claude Juncker, qui était président de la Commission européenne, était en 2014 le Spitzenkandidat du PPE, le Parti populaire européen, la grande famille de la droite européenne. Et là, cette année, le PPE a désigné l'Allemand Manfred Weber, qui est donc une figure de la CDU-CSU, le Parti conservateur allemand. Et chaque famille a ainsi désigné un candidat. Alors, c'est à double tranchant, puisque ce n'est pas forcément non plus des figures si connues que ça du grand public. Mais en tout cas, pour les partis nationaux concernés, c'est quand même des figures connues, quoi. Ça incarne un petit peu politiquement cette élection. Mais par rapport à ça, il y a une ambiguïté, c'est que tous les partis français n'ont pas encore complètement dit
dans quel groupe parlementaire européen ils vont siéger. Et il y a une incertitude sur une recomposition au centre autour de la liste Renaissance et d'alliés libéraux dans d'autres pays. Donc c'est vrai que les équilibres, le troisième plateau de ce soir, vous en parlerez probablement, si les socialistes ou les sociodémocrates font mieux qu'attendu peut-être en Espagne, aux Pays-Bas et ailleurs, Timmermans sera peut-être... mais ça va jouer. L'enjeu, honnêtement, dans les quelques prochains jours, ça va être très vite. Est-ce que le parti arrivé en tête pourra imposer son candidat ? Ou est-ce qu'il va y avoir des blocs, des alliances, des coalitions ? Et ce sera soit les écolos, soit les centristes qui seront le parti pivot de ça. Ça, on en parlera. Mais c'est vrai que sur cette histoire de chef de file, j'ai quand même l'impression qu'ils étaient un peu moins mis en avant cette année. En tout cas, il y avait des signaux des États du fait qu'ils en tiendraient quand même pas tellement compte au moment de se décider. Christophe Malas, vous évoquiez tout à l'heure cette sorte de tentative qu'il y a eu à l'échelle européenne de se dire, à travers la Convention, avant le traité sur lequel on a voté en 2005, est-ce que cette idée de candidat chef de file a montré au niveau européen, c'était une tentative de personnaliser l'élection pour essayer de mieux intéresser les gens? Est-ce que ça vous semble un choix pertinent ou très artificiel? Alors ça me semble effectivement, à l'image de beaucoup de choses qui se font au niveau européen, c'est qu'on a un certain nombre, on essaye beaucoup de choses et donc à chaque fois on est convaincu d'avoir trouvé la solution magique, ce qu'on appelle en anglais le silver bullet, c'est-à-dire ce qui va régler le déficit démocratique d'un coup de l'invention de Spitzenkandidat, d'une politisation par exemple du Parlement européen, ce qui a été fait effectivement donc avec cette motion de censure, cette idée qu'on en a besoin d'un gouvernement responsable devant le Parlement européen qui soit donc la Commission européenne étant un peu ce qu'est à l'Europe, ce que le gouvernement national est à l'Europe, donc le gouvernement européen serait responsable désormais devant un Parlement. C'est vrai que toutes ces tentatives, on les a vues s'accumuler et donc on a tendance à considérer qu'elles ne fonctionnent pas très bien, qu'en tout cas elles n'ont pas vraiment les effets escomptés, en tout cas les effets magiques qu'on leur prête. Je pense que c'est le cas des Spitzenkandidaten, qui est effectivement une solution qui n'est pas encore tout à fait acceptée par les États. Donc par exemple le président Macron, c'est pas sa tasse de thé. Mais en revanche, il me semble quand même que ça témoigne de la part du Parlement européen d'une capacité en fait, à affirmer quand même un petit peu son rôle central dans la politique européenne, en tout cas à se positionner dans la politique européenne. Donc je ne suis pas sûr que ça serve, si vous voulez, à ce que les citoyens identifient mieux l'Europe, mais par contre ça sert à affirmer la place du Parlement européen dans ce fameux triangle institutionnel qu'a évoqué Anne Jadot, qui est composé par le Conseil, la Commission et le Parlement. Et voilà. Alors Amélie, je voulais quand même qu'on aborde, parce qu'on commence à parler un peu de l'offre politique qu'il y avait lors de ces élections, de la difficulté à articuler les enjeux nationaux, les enjeux européens. Il se trouve que si on prend l'exemple d'une force politique dont on a beaucoup parlé pendant la campagne, il y a eu aussi tout un récit qui a été fait autour de ce personnage qui était proche de Trump, Steve Bannon, qui était censé réunir toutes les extrêmes droites européennes pour en faire une grande force conquérante qui allait déferler sur le Parlement européen. Bon, on va sans doute voir que les résultats sont sans doute plus modestes, mais au-delà de ça, il y a une vraie difficulté à les faire tout simplement se mettre d'accord ensemble. C'est ce que tu as montré dans un article sur Mediapart. Peut-être que tu peux nous expliquer quels sont les facteurs qui font que c'est pas si facile que ça pour les nationalistes, pour aller vite, de se rejoindre et de faire un front commun. En effet, les nationalistes sont sur une courbe ascendante depuis quelques années, et on l'a vu aussi à travers différentes élections nationales depuis 2 ans dans plusieurs pays. L'extrême droite a progressé. Mais au Parlement européen, il n'est pas du tout dit qu'à partir de demain, ils arrivent à s'accorder, puisque actuellement, en tout cas dans la mandature là, qui s'achève, ils étaient dispersés entre 3 groupes différents qui ont effectivement des positionnements idéologiques en réalité assez différents. Et les recoupements, ça ne recoupe pas forcément leurs idées. Enfin, le découpage entre différents groupes n'est pas forcément logique, d'autant qu'il y a également au sein du PPE, donc la droite traditionnelle, disons, également des personnes qui ont actuellement un positionnement très d'extrême droite, notamment le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, et son parti, le Fidesz, font partie
de ce PPE. Et alors, on a vu pendant la campagne ces derniers mois beaucoup de rencontres entre ces différents leaders, notamment Salvini. Il y a une vraie mise en scène qui, pour moi, relève surtout d'un affichage médiatique. Et pour le coup, ils sont très forts dans ce domaine, avec beaucoup de déplacements des uns et des autres. Marine Le Pen qui est allée dans plusieurs capitales européennes, Salvini qui a reçu plusieurs leaders chez lui, etc. Il y a eu pas mal d'allers-retours comme ça, et y compris à Budapest. Mais à chaque fois, c'est vraiment de l'affichage médiatique. Et Steve Bannon lui-même, comme tu l'as mentionné, travaille déjà depuis 1 an en fait à rallier toutes ces extrêmes droites, mais sans succès. Finalement, Steve Bannon, bon, ça reste un conseiller américain qui n'avait pas forcément en tête la complexité du jeu politique européen, la difficulté à rallier des extrêmes droites dans 28 États membres différents. Et finalement, pour moi, ça a été surtout un travail médiatique sur les réseaux sociaux. Il a été reçu par énormément de journalistes. Il a donné un nombre incroyable d'interviews dans la presse européenne. Mais au final, le grand meeting dont il rêvait pour rassembler toutes les extrêmes droites européennes n'a jamais eu lieu. Et pour expliquer pourquoi ce jeu politique européen est plus compliqué que ce à quoi il s'attendait, il y a évidemment des facteurs géopolitiques entre ceux qui sont plutôt méfiants envers la Russie, ceux qui sont plutôt complaisants. Tout à fait, il y a plusieurs lignes de fracture. Alors l'une d'entre elles, c'est le rapport à la Russie et aux voisins russes. Du côté des extrêmes droites baltes qui sont en forte progression en ce moment, il y a une hostilité vis-à-vis de la Russie qui est assez évidente pour des raisons historiques. Du côté de la Pologne également, le PiS au pouvoir, le parti Droit et Justice de Jarosław Kaczyński, est très anti-russe, à la différence du Fidesz, le parti hongrois de Viktor Orban, qui lui, au contraire, a joué le rapprochement russe pour des raisons essentiellement économiques. Mais donc là, il y a vraiment des positionnements différents, au contraire du Rassemblement national, évidemment, et puis aussi de la Ligue de Matteo Salvini en Italie, qui se positionne aussi plutôt en amitié vis-à-vis de Moscou. Il y a d'autres lignes de fracture, et là aussi on retrouve encore Salvini à la manœuvre, c'est la question migratoire, puisque Matteo Salvini, il est également ministre de l'Intérieur en Italie, a bloqué les ports, a bloqué l'arrivée des réfugiés dans les ports italiens, et on l'a bien vu, depuis qu'il est au pouvoir, il est très très hostile à l'arrivée de nouveaux réfugiés en Italie, et donc lui, il réclame en fait l'application du programme de relocalisation qui avait été mis sur pied un petit peu dans l'urgence en 2015 par la Commission européenne, programme qui d'ailleurs n'a pas beaucoup porté ses fruits, mais en tout cas, de ce point de vue-là, Salvini, presque, il défendrait une approche européenne pour justement se décharger de l'accueil des réfugiés en Italie. Et de l'autre côté, on a un Viktor Orban qui, au contraire, lutte mordicus contre ce programme et n'a accueilli aucun réfugié dans le cadre de ce programme sur son sol. Donc ça, c'est une question qui les différencie. Et puis, il y en a une autre qui est évidemment le rapport à l'Union européenne, puisqu'en fait, chacun joue sa partition nationale. En fait, ce sont des approches souverainistes, mais qui donc, par définition, ont du mal à se coordonner. Et il y a aussi des partis dans ces extrêmes droites qui sont très hostiles aux institutions européennes et à la monnaie unique, alors que d'autres extrêmes droites qui sont aujourd'hui dans des position de gouvernement, comme en Italie, comme en Autriche, même si dernièrement il y a un scandale qui a fait que l'extrême droite autrichienne a quitté le gouvernement, mais elle était quand même au poste, elle dirigeait quand même l'Autriche. Ces partis-là sont devenus, en fait, se sont tout à fait intégrés au jeu politique européen. Donc et le Rassemblement national également est dans une stratégie, entre guillemets, de normalisation. En tout cas, l'hostilité qu'il avait vis-à-vis de l'euro et de l'Union européenne a été énormément tempérée. Ouais. Alors, si on part de l'autre côté de l'échiquier politique, du côté de la gauche radicale, il y a un gros enjeu aussi autour de Tsipras qui est assez impliqué, dont le parti est impliqué dans la gauche radicale européenne et qui a été très critiqué par d'autres formations de gauche radicale, dont celle de Jean-Luc Mélenchon, qui lui a reproché d'avoir cédé face à l'Europe à l'époque, en 2015. Alors toi, tu as fait un reportage en Grèce, on va voir s'afficher des exemples d'articles que tu as fait, et notamment ce qui est intéressant, c'est que tu as retrouvé des personnes que tu as vues il y a 5 ans en plein
cœur de la crise grecque, au moment où ça faisait vraiment la une des journaux ici. Et donc tu les as retrouvés 5 ans après pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient du coup de Tsipras, de ce qui s'était passé. Et c'est assez divers. Et il y en a certains qui disent bon, finalement, Tsipras, il a fait. Au début, je ne le comprenais pas, puis finalement, maintenant, je lui donne raison. Oui, beaucoup de Grecs sont revenus ces derniers temps vers Tsipras. Effectivement, à l'été 2015, après le non massif au référendum par lequel Tsipras avait appelé les électeurs à se prononcer sur un nouveau programme d'austérité, après ce non au référendum, finalement, Tsipras a capitulé, comme on l'a dit, devant les partenaires européens et a signé ce nouveau mémorandum d'austérité. Et à ce moment-là, beaucoup de gens se sont détournés de Tsipras, et notamment des électeurs de gauche radicale, qui n'ont pas compris le revirement de Tsipras. Et puis petit à petit, il a regagné une grande partie de cet électorat par la politique sociale qu'il a menée, parce qu'en fait, il a réussi, parallèlement au respect du mémorandum et à cette austérité budgétaire qui reste quand même le cadre de la politique économique du gouvernement de Tsipras, il a réussi parallèlement à instiller du social, à mettre en place des mesures pour aider les plus démunis, les personnes qui étaient les plus victimes de la crise. Alors je ne sais pas si on voit en même temps à l'écran les portraits justement de ces personnes. Défiler, si je peux prendre en exemple le cas de Christos, qui était donc un ouvrier des chantiers navals grecs et qui depuis 2008-2009 n'avait plus de travail. Et vraiment, il était dans le cas de très nombreux Grecs de la classe ouvrière qui ont perdu l'accès à l'emploi pendant toutes ces années de la crise et qui, depuis 1 an ou 2, a retrouvé du travail. Alors ça reste des emplois précaires, souvent c'est des emplois intérimaires, mais ils ont retrouvé l'accès à l'hôpital public, la sécurité sociale, les cotisations retraite. Tout ça, tout ce système d'aide sociale qui était quand même, disons, assez modeste en Grèce, ces gens-là qui étaient sortis du système, y reviennent. Et le taux de chômage, de fait, a diminué, même s'il reste encore massif. Il ne faut pas non plus se leurrer. On est quand même à 18% de chômage encore en Grèce, mais on était à 27% avant l'arrivée au pouvoir de Syriza. Donc il y a malgré tout une amélioration, même si elle est critiquable. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails là maintenant, mais je raconte aussi dans le récit que j'ai fait des transformations de Syriza, à quel point le gouvernement de Tsipras finalement a réussi à s'adresser aux plus démunis, mais a laissé de côté encore pour l'instant les classes moyennes, le gros des classes moyennes salariées, qui continuent de payer un lourd prix dans cette politique économique. Et parmi les portraits, il y en a un justement, j'ai noté Irini, qui a un discours assez fataliste sur ce qui est possible de faire comme politique de gauche dans l'espace européen. Alors, je le signale, on a accueilli Mathilde Goannec qui nous a rejoint, donc qui a plutôt travaillé sur les gilets jaunes. Donc, on était un peu parti sur les difficultés à marier les enjeux nationaux aux enjeux européens pour les forces politiques en Europe, pour intéresser les électeurs. Alors, en France, il y a eu un grand mouvement social, celui des Gilets jaunes, avec beaucoup de spéculations sur les incidences électorales que ça pourrait avoir. On a démarré l'émission en rappelant ce taux de participation qui nous ramène à des taux assez élevés, comme le disait Anne Jadot, donc ça nous ramène plutôt vers les années 1994, au-dessus de 50%. Et donc la question qu'on a envie de te poser, c'est est-ce que finalement le premier effet des Gilets jaunes, c'est pas de booster la participation, ou est-ce que c'est sans doute un peu trop précipité comme... C'est tout à fait précipité, mais en tout cas, peut-être la première des prudences par rapport à ce lien entre le vote, les résultats du vote et le mouvement des Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes, et c'est une des faiblesses du mouvement, sont numériquement faibles. Donc c'est compliqué de toute façon de tenter de faire des correspondances comme ça, à la fois sur l'abstention, mais aussi sur ce que va donner le scrutin. Donc ça, c'est une première des prudences. Néanmoins, et ça, je pense qu'on est nombreux à avoir été un peu surpris, on a beaucoup dit que le mouvement des Gilets jaunes était le mouvement des abstentionnistes, d'une certaine manière, ceux qu'on ne voyait plus dans aucun circuit politique, qui ne votaient plus, etc. Nous, dans les échos qu'on avait des dernières semaines, là, avant les élections européennes, il y avait une mobilisation des Gilets jaunes eux-mêmes dans des opérations de tractage sur les européennes, des réunions, des assemblées générales sur la question des européennes. En fait, un intérêt pour ce scrutin.
et voilà une consigne de vote d'une certaine manière qui était voilà, plutôt allez voter, faites ce que vous voulez, mais allez voter, tout sauf Macron. Mais il y avait quand même l'idée d'aller voter. Je reprends les citations qu'il y a dans ton article. Enfin, vous avez été plusieurs à interroger des Gilets jaunes, et donc il y a une certaine Marie-Ange qui explique nous, on incite à aller voter tout sauf pour LREM, on est dans une logique sanction. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Pierre-Gaël Lavédère qui dit chez nous et sur Facebook, les européennes, c'est le cœur des conversations en ce moment. Effectivement. Tout à fait. Et Pierre-Gaël Lavédère qui est un gilet jaune important d'une certaine manière, parce que c'est un gilet jaune de Montceau-les-Mines, qui est un groupe très structuré, qui accueillera la prochaine Assemblée des Assemblées. Donc voilà, on est sur un... La première, c'était à Commercy. La deuxième à Saint-Nazaire et la prochaine à Montceau-les-Mines. Et lui dit dans le papier, et je trouve ça important de le redire à la lumière du taux de participation, il dit si le taux d'abstention est aussi fort que lors du précédent scrutin européen, ce sera un échec pour les Gilets jaunes et pour le mouvement. Parce que ça voudra dire que ce qu'on a un peu tenté de faire en termes de politisation n'aura pas fonctionné. Donc c'est son point de vue. Et de toute façon, l'autre prudence qu'on peut avoir, c'est que c'est un mouvement tellement hétérogène qu'il y a peut-être eu des stratégies totalement divergentes à d'autres endroits du territoire. Mais en tout cas, voilà, moi j'étais assez surprise en fait par cette mobilisation qu'on m'a racontée il y a 2 semaines. Anne Jadot, j'aimerais vos sentiments là-dessus, parce qu'il y a un autre sociologue qui est Raphaël Chalier, qui nous avait accompagnés à Commercy d'ailleurs, qui fait remarquer que, malgré tout, le rapport de la plupart des milieux sociaux qui s'étaient mobilisés dans les Gilets jaunes, c'était un rapport plutôt distancié aux élections européennes en particulier. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend, ces récits-là ? Alors effectivement, c'est de ce qu'on sait, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites aussi par des collègues chercheurs sur des analyses, des observations ethnologiques sur les ronds-points, d'essayer de faire remplir des questionnaires, d'avoir une idée du profil. Et c'est certain que ceux qui se sont mobilisés sur les Gilets jaunes n'ont rien à voir sociologiquement avec ceux qui ont participé ensuite au grand débat national, et que ce sont plutôt des catégories dont on sait par les problèmes socio-économiques, par le statut, par les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours, que ce sont ces catégories-là qui nourrissent la méfiance envers la politique en général, qui ont le sentiment de ne pas être représentées par le personnel politique, qui ont le sentiment qu'on ne les écoute pas, que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Mais effectivement, il y a eu cet investissement dans ce qu'on appelle, nous, en sciences politiques, la participation politique non conventionnelle, c'est-à-dire en dehors du vote, dans un premier temps, parce qu'il y avait un rejet absolu, même du principe de la représentation, ce qui fait que ça a été un peu un jeu de massacre successif. Chaque fois qu'il y avait un gilet jaune qui prenait un petit peu d'importance médiatique, il se faisait tout de suite contester au nom de quoi est-ce qu'il nous représenterait, en fait, ou elle nous représenterait. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi des observations qui tendent à montrer qu'il y a eu un bonheur de lutter ensemble, qu'il y a eu un retour des conversations politiques, que ce soit en face à face ou par les réseaux sociaux sur des groupes, et qu'il faut bien comprendre d'une manière générale qu'il n'y a pas d'adéquation ou de corrélation à faire entre voter ou ne pas voter et être politisé ou ne pas être politisé. Vous avez parfois des gens qui vont systématiquement voter tout en étant très peu politisés par habitude, par devoir civique, parce qu'ils sont âgés, catholiques pratiquants, bien insérés, etc., mais qui vont dire « je ne fais pas de politique ». Et à l'inverse, vous avez des gens qui refusent d'aller voter en le revendiquant d'un point de vue très militant, en l'articulant, en le charpentant à des convictions. Alors, je rebondis là-dessus parce qu'on a eu quelques questions qui nous sont arrivées avant cette émission. Je vais citer, j'en aurai une pour la fin de l'heure, mais il y en a une qui s'appelle Béatrice, qui parle de l'absence de vote comme acte de résistance. Donc elle, c'était plutôt une façon de dire, moi je ne vais pas voter, c'est un acte de résistance. Et j'ai retenu cette formule. Elle dit, nous on vote dans la rue tous les samedis, donc les samedis faisant référence évidemment aux mobilisations des Gilets jaunes qui sont répétées chaque semaine. Ouais, est-ce que ça c'est aussi quelque chose, Mathilde, que tu as entendu, c'est-à-dire le contraire, c'est-à-dire pas ceux qui essayent de mobiliser, mais ceux qui disent non, moi en fait l'abstention ça fait sens avec le fait que j'aille tous les samedis dans la rue, parce que ces gens-là ne me représentent pas et ne me représenteront jamais, quoi. Et qui fait référence à ce que vous disiez sur une sorte d'abstention politisée.
Alors, moi, j'ai rarement eu des conversations en réalité sur l'abstention. En fait, les seules que j'ai eues, c'était sur ces dernières semaines, vraiment sur la question du scrutin européen. Sur l'acte de s'abstenir comme un acte politique, j'ai pas de souvenir de ce point de vue-là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça rejoint tout à fait ce que vous dites, c'est qu'ils se sentent... Alors, ils disent tout le temps qu'ils ne font pas de politique, et la phrase d'après, ils disent qu'ils font de la politique en faisant cette différenciation simple, qui est en fait de faire de la politique partisane ou de faire de la politique, quoi. Enfin, donc, ils disent on ne fait pas de la politique comme les partis, mais on fait... Mais et en réalité, ça c'est très net pour quiconque est allé sur un rond-point ou même dans une manif, ça ne fait que parler politique en permanence sur les ronds-points des Gilets jaunes, hormis les questions d'intendance. Mais donc c'est tout à fait ça en fait. Je pense qu'éventuellement, peut-être certains pourraient adhérer à l'idée que s'abstenir n'est pas un dédain de la chose politique. Et par ailleurs, ce que dit aussi Raphaël Chalier dans le papier, c'est qu'il n'y a pas forcément une adéquation entre la vision du monde qu'on va développer, par exemple, par l'expérience des ronds-points, l'expérience et la politisation, et son vote. Et lui-même prend l'exemple de cet enquêté qu'il suit depuis 6 mois, avec qui il a des conversations très pointues sur la justice sociale, les impôts, et qui par ailleurs va 2 semaines avant le vote dire je vais voter RN. Voilà. Alors qu'en fait, les conversations politiques qu'ils avaient étaient très marquées à gauche, par exemple. Et voilà, lui dit qu'il n'y a pas forcément d'adéquation entre le geste de voter et l'état de la conversation politique, pour reprendre les termes que vous utilisez. Vous vouliez réagir? Oui, mais c'est aussi ce qu'il va falloir suivre, c'est le niveau du vote blanc-nul. Parce que le second tour de la présidentielle de 2017... on a, si j'arrondis les chiffres pour faire simple, 3 millions de votes blancs, 1 million de votes nuls, ce qui est un record. Et si on les calcule par rapport aux inscrits et qu'on les additionne aux abstentionnistes, c'est plus du tiers des inscrits qui n'ont pas choisi entre Macron et Le Pen en 2017. Et comme ces derniers mois, il y a eu beaucoup de débats autour de la reconnaissance ou pas du vote blanc nul comme un suffrage exprimé, il y avait même eu, il y a quelques mois encore, une hypothèse de est-ce qu'il y aurait un référendum couplé à ces élections européennes sur cette reconnaissance. Ça n'a finalement pas été fait. Il y a peut-être une mobilisation pour dire il faut qu'on montre qu'on est engagé et que notre voix doit être entendue, mais éventuellement par un paradoxe du vote blanc nul. Donc il va falloir suivre ça, sans faire, Madame Irma, des prédictions. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu se compter justement et comptabiliser une participation militante qui soit un rejet de l'offre. Tu voulais réagir là sur le... Non. D'accord. Non, oui, j'avais une autre question pour vous, Anne Jadot. C'était sur justement les... Alors, on peut effectivement, en l'absence d'études, pas dire des choses très, très substantielles, mais tout de même, sur l'abstention, on dit souvent qu'elle est différentielle. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? Il y a des aspects sociologiques, des aspects par parti. Qu'est-ce qui sera scruté, là, par rapport aux résultats qui vont arriver dans un petit quart d'heure? Alors d'abord, l'abstention, elle est inégalitaire d'un point de vue sociologique. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'intermittence du vote, si on prend aux extrêmes ceux qui ne votent jamais et ceux qui votent toujours, bien évidemment, parmi ceux qui votent toujours, ce sont ceux qui vont être bien lotis socio-économiquement, que ce soit en termes de patrimoine, de revenus, de niveau de diplôme, de catégories socio-professionnelles. Et à l'autre extrême, c'est l'inverse pour les gens qui sont dans des difficultés personnelles, qui vont être plutôt du côté de la participation très rare, on va dire. Il y a aussi des très forts effets d'âge. Et par rapport à ce chiffre global, moi, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est de voir, on sait que, on parle parfois du vote argenté, des tempes grises, etc., on sait que les plus de 65 ans se mobilisent beaucoup. Donc derrière un chiffre global de participation en hausse, faudra voir ce qu'ont fait les moins de 24 ans ou les moins de 30 ans par rapport aux plus de 65 ans. Et il y a aussi des inégalités territoriales, et les premiers chiffres et les premières tendances semblent montrer qu'effectivement, c'est dans des départements parfois ce qu'on appelle la diagonale du vide ou un peu ruraux, et c'est là que le surcroît de participation par rapport à il y a 5 ans semble avoir été enregistré. Donc, elle est inégalitaire de ce point de vue-là, la participation électorale. Et ça, il va falloir attendre les études de l'INSEE qui ont cet avantage qui est extrêmement important en sciences politiques, c'est qu'ils suivent à peu près 40 000 personnes et ce sont des relevés sur liste d'émargement. Donc, c'est réel. Est-ce que les gens ont voté ou pas, par procuration ou pas? Mais ce n'est pas du déclaratif. Et eux, ils couplent ça avec des données du recensement. Donc, d'un point de vue sociologique, les données de l'INSEE sont très bonnes.
D'un point de vue politique, évidemment, l'INSEE ne demande pas de quel parti on est proche ou si on se sent de gauche ou de droite. Donc il faut retomber sur des enquêtes par sondage ou des enquêtes par entretien qualitatif. Mais on est obligé d'aller chercher la participation politique autrement. Et donc, pour reprendre votre question de tout à l'heure, on dit que la participation est politiquement différentielle. C'est qu'on sait que, à travers, là encore, un chiffre national d'abstention ou de participation, il est en fait différent selon le parti préféré des gens, si tant est qu'ils aient un parti préféré. Et du coup, ce qui est régulièrement connu, c'est que dans des élections de second ordre ou intermédiaires, en général, les militants ou les proches du parti au pouvoir se mobilisent moins que ceux qui sont sympathisants des partis d'opposition, qui y voient une occasion, pas forcément de rattrapage ou de revanche, mais d'aller exprimer un vote contre, une opposition. Donc c'est en ça que la participation est politiquement différentielle, c'est qu'un taux moyen ne veut pas dire. Donc ce qu'il va falloir suivre aussi, c'est ce qu'ont fait les électeurs du premier tour de 2017. Combien des électeurs du premier tour de Fillon ont reproduit un vote LR? Combien des électeurs de Macron ont reproduit un vote Renaissance? Et ça, il va falloir attendre les enquêtes jour du vote menées par les instituts de sondage. Dans quelques heures, on pourra éplucher tout ça et on pourra voir ce côté surmobilisation ou pas de certains par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 ans pour rattraper un peu les choses ou pour se venger ou pour... Mathilde, dans ce travail d'opposition par rapport à Macron, évidemment, on retient 2 forces. Il y en a plusieurs, mais en tout cas celles qui ont été le plus connectées aux Gilets jaunes ou qui ont le plus tenté des choses auprès des Gilets jaunes. On a parlé des Insoumis et aussi du Rassemblement national. Il se trouve qu'à Mediapart, on a d'ailleurs relayé, publié un certain nombre de travaux de chercheurs dans un collectif qui s'appelle Quantité Critique. Toi-même, tu as interviewé avec d'autres collègues plusieurs chercheurs. Qu'est-ce qui ressort de ces travaux en termes de ce qu'on sait de sensibilité partisane de la part à la fois des participants aux Gilets jaunes, des sympathisants? Qu'est-ce qu'on peut dire de manière synthétique? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des études faites sur les sympathisants et les soutiens des Gilets jaunes, notamment par le Cevipof, donc des enquêtes solides, qui montrent que les soutiens des Gilets jaunes sont plutôt tentés par les mouvements populistes. Donc là, c'est pareil, c'est que la question du populisme est aussi à interpréter avec des pincettes, mais en tout cas, qui montrerait une adéquation plus forte avec la France Insoumise et le Rassemblement National, et de manière plus forte sur le Rassemblement National. Quantité Critique a fait un travail qui est un peu différent, qui est de celui de s'intéresser au cœur du mouvement, donc des Gilets jaunes actifs ou semi-actifs. Là, on voit, quand on regarde les interrogations faites par questionnaire et puis au cours de choses un peu plus enquêtées, que quand on demande le vote au premier tour de la présidentielle, on est effectivement sur une majorité de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Mais ensuite, ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder les effets de la politisation dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le collectif Quantité Critique considère qu'on ne sort pas indemne de 6 mois de mobilisation, de 6 mois de manifestation, de 6 mois de violences policières, enfin voilà, des choses qui éventuellement vont faire changer même ce qu'on était 6 mois avant. Mais ça paraît très, très court, mais ça peut aussi être très intense, quoi. Donc voilà. Est-ce que ça veut dire que si le vote pour le Rassemblement national... oui, pardon. Ce que dit aussi Quantité Critique, c'est que la politisation, en tout cas qui a été à l'œuvre pendant 6 mois, tend plutôt vers la gauche, c'est-à-dire tend plutôt sur des thématiques assez proches de la gauche au sens large. Et que donc, si on a une victoire forte du Rassemblement national ce soir, par exemple, est-ce que ça voudra dire que ces gens-là se sont trompés, hein, que les chercheurs qui ont observé ça, et nous-mêmes, en tant que journalistes, c'est aussi ce qu'on a observé sur le terrain, est-ce que ça voudra dire qu'on s'est trompé? Eux disent que, justement, il faudra vraiment faire attention à la manière dont on analyse le mouvement. C'est un mouvement très hétérogène. Les Gilets jaunes de Rungis ne sont pas les mêmes que les Gilets jaunes d'Alsace. Les Gilets jaunes actifs ou semi-actifs ne sont pas non plus les mêmes, ceux qui sont là le samedi, ceux qui sont là le mardi sur le rond-point. Voilà. Donc tout ça, ça va être un peu ce que vous disiez tout à l'heure, ça va être hyper intéressant à observer. Mais effectivement, il notait quand même voilà, dans les familles politiques, ceux qui ont exprimé ont été d'accord pour exprimer leur vote étaient plutôt proches du RN ou de la France Insoumise. Voilà. Ouais.
Christophe Majas, on parlait, là on le voit, on parle vraiment de la dynamique, enfin de ce qui s'est passé en France, de la dynamique des Gilets jaunes, parce que c'est ça que tout le monde a quand même en tête. Et je me souviens, quand on préparait l'émission, on discutait de l'offre politique et des discours qu'ils avaient sur l'Europe, avec beaucoup qui faisaient clairement une campagne nationale, hein, c'est le cas du Rassemblement national, j'allais dire presque par définition. Et je me souviens qu'on évoquait le cas de Génération, donc le mouvement de Benoît Hamon qui s'était associé à Yanis Varoufakis, donc qui effectivement a joué un rôle en Grèce aussi, on en parlait avec Amélie. Et eux, au contraire, ils mettaient le paquet sur c'est nous un vrai mouvement européen, on a fait une vraie liste, un vrai programme européen, on s'est vraiment associé avec les autres. Est-ce que finalement, ce n'est pas une erreur stratégique de croire que justement, il y aurait un espace public européen qui existerait déjà et de bâtir une stratégie à cette aune-là et que la chose la plus pertinente à faire pour un mouvement qui concourt à des suffrages, c'est d'abord de jouer la carte nationale. Alors, c'est vrai que ces stratégies interrogent un petit peu tout le monde, tellement elles paraissent un petit peu hors sol, encore une fois. En tout cas, ils font rien comme tout le monde. Mais je pense que ça renvoie quand même à une vraie question, qui est une question en fait, qui est propre à l'espace de la gauche, qui est de savoir finalement, au niveau européen, est-ce qu'on poursuit une stratégie de changer les choses par la prise de pouvoir national et éventuellement par la désobéissance, ou en tout cas en agitant la menace de la désobéissance, en tout cas, si j'ai bien compris, pour le cas de la France insoumise, ou bien est-ce qu'on essaye de fédérer un espèce de mouvement transnational comme ça, qui effectivement apparaît à l'heure actuelle très éthéré, mais qui pourrait éventuellement, plutôt ici, donc on est plutôt dans un horizon stratégique qu'un horizon strictement tactique, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même que plusieurs années certainement avant que ce mouvement se structure, etc. Mais c'est vrai que je ne sais pas laquelle de ces deux stratégies est la plus réaliste ou la plus irréaliste. Je ne pense pas que c'est forcément mon rôle de le donner. Je pense qu'effectivement, celle de faire un peu ce pari européen et ce pari d'un mouvement transnational peut nous prêter à sourire maintenant. Est-ce qu'elle nous prêtera toujours à sourire dans quelques années? Il faut savoir quand même que donc, le mouvement auquel s'est associé Génération Diem25, je ne sais pas si on doit le prononcer en grec ou en anglais ou en français, en tout cas, est quand même un des seuls partis à vraiment avoir une campagne européenne. Donc, c'est-à-dire, ils ont des relais nationaux, ils ont des mouvements nationaux auxquels qui sont labellisés Diem25 en quelque sorte. Mais ils ont quand même donc un site, par exemple, où ils présentent leurs idées, leurs programmes communs, etc. Ce qui, par exemple, n'est pas du tout le cas de ce qu'on appelle les partis politiques européens, ce qu'on nomme mal les partis politiques européens. Qui ne sont pas des vrais partis politiques européens, il faut peut-être le dire, c'est des fédérations de partis. Voilà, donc ce sont des fédérations de partis, ce sont surtout des partis qui n'ont pas le droit d'utiliser les fonds européens afin de mener une campagne européenne. Donc si vous voulez aller, par exemple, sur le site du PSE, donc du Parti Socialiste Européen, vous ne verrez pas la photo de Franz Timmermans, qui est le Spitzenkandidat du PSE. Donc c'est vrai qu'ici, on a quand même un décalage, encore une fois, entre les mots qu'on utilise pour désigner ces réalités européennes et le sens qu'on leur donne dans le cadre national. Mais j'aurais été intéressé de savoir dans la discussion sur les Gilets jaunes, justement, si le sujet de l'Europe venait ou pas, parce que c'est vrai qu'on a des travaux de chercheurs, notamment je pense à ma collègue Heidi Mersonnier, qui a travaillé sur des jeunes de Bruxelles, donc des jeunes qui sont normalement sociologiquement relativement éloignés de la politique, hein, donc qui ont peu de capital social, peu de capital culturel, etc. Et c'est vrai que quand on les interroge et quand on les laisse parler de leurs problèmes, ils identifient en tout cas l'Europe comme étant un niveau de pouvoir susceptible de répondre à certains de leurs problèmes. Donc ensuite, ils ont un rapport critique, c'est-à-dire qui consiste à dire que l'Europe devrait faire autre chose, devrait être autre chose que ce qu'elle est réellement. Mais donc c'est vrai qu'on voit quand même émerger ce sujet-là, et donc on n'est pas simplement dans un rejet de la politique nationale, ou on n'est pas dans un positionnement qui est stricto sensu, en tout cas national. Voilà. Alors, on parlait du mouvement de Génération, je me le notais pour ne pas oublier, parce que j'ai eu une question qui est apparue. Et effectivement, il y a eu un communiqué de Génération qui est apparu sur le fait que dans plusieurs communes, dans au moins 6 départements, des bulletins n'étaient pas disponibles pour les électeurs, les bulletins donc de Génération, et certains demandent est-ce que cette anomalie peut invalider l'élection? Alors l'élection sans doute pas, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Parce que c'est quand même un vrai sujet, s'il y a des bulletins qui manquent, qu'on ne peut pas voter pour la liste qu'on a choisie, ça pose problème. Alors c'est différent pour les européennes de pour la présidentielle par exemple, ou pour l'élection présidentielle, les bulletins sont fournis dans tous les bureaux de vote. Il peut arriver qu'il y ait un problème de livraison de postes ou qu'il n'y en ait pas assez en cas de... Il me semble qu'en 2007, il y avait une participation tellement énorme que certains bureaux s'étaient retrouvés
retrouvés un petit peu à court dans l'après-midi. Il avait fallu que les préfectures réachalandent très vite les choses. Pour les élections européennes, il y a même des partis politiques qui n'avaient pas du tout de bulletins présents dans les bureaux de vote et ils avaient donné la consigne à leurs électeurs sympathisants de l'imprimer eux-mêmes chez eux en donnant bien les consignes sur le grammage du papier pour que ce soit reconsidéré comme un bulletin valide et pas un bulletin nul. Donc le fait est que, tout comme il y avait des panneaux d'affichage, si vous vous êtes baladé dans les rues, vous les avez regardés devant les bureaux de vote, devant les écoles, il y a à peu près moins de la moitié des panneaux qui avaient des affiches parce que tout simplement il y a des listes qui n'avaient pas les moyens de supporter les coûts de la campagne. Même si le seuil pour obtenir un remboursement est à 3% seulement des suffrages, ça reste trop élevé pour certaines listes. Donc elles n'avaient pas d'affiches, elles n'avaient pas non plus systématiquement de bulletins de vote dans tous les bureaux. Donc non, ce ne sera pas un cas. Après, ça arrive à chaque élection que, pour des raisons intrinsèques locales, un PV soit annulé et c'est pour ça qu'on a le Conseil constitutionnel, par exemple, pour l'élection présidentielle, qui proclame officiellement les résultats le mardi, éventuellement après rectification dans quelques cas. Ça n'invalide pas tout le processus électoral, évidemment. Juste pour répondre à la question sur l'Europe, je ne sais pas si c'est une question, mais en tout cas, non, je pense que justement là on voit la différence. Des jeunes urbains éduqués sont assez peu présents dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a beaucoup de personnes âgées, par exemple. Il y a des gens du milieu rural, le milieu urbain, ça c'est assez mélangé. Mais, et de fait, c'est vrai, c'est des classes populaires, on l'a beaucoup dit. Et la question européenne paraît à la fois très lointaine. Il y a énormément de méfiance. L'Europe est vraiment vue comme... un espace où on n'a aucune prise, en fait. Et donc, d'où la concentration, en fait, de la contestation sur la figure de Macron, par exemple, qui est quelque chose de totalement accessible. Voilà. L'Europe, c'est l'Europe, quoi. On en est très, très, très loin, quoi. J'ai le sentiment. Très rapidement. Oui, juste parce que vous avez cité un terrain qui était fait à Bruxelles. Je pense qu'ils ont une conscience des institutions européennes chez les jeunes bruxellois qui est forcément supérieure à d'autres. Et par rapport à quelque chose que vous aviez dit tout à l'heure, les jeunes on sait par les études, par exemple les eurobaromètres ou par rapport à d'autres études comme ça qui existent, qu'on peut tout à fait se sentir citoyen européen pour des gens qui ont, à la limite, été socialisés à la politique. Pratiquement, l'élargissement était déjà fait, dont on sait qu'ils ont bénéficié d'Erasmus ou d'autres dispositifs. On peut très bien se sentir citoyen européen et ne pas aller voter aux élections européennes. Ah oui, c'est pas connecté. Bien sûr, c'est pas de corrélation dans ce sens-là, du tout. Amélie, tu as signé un parti pris sur Mediapart qui appelait plutôt les gens à aller voter. Et tu concluais en disant, bon, certes, il y a plein de raisons d'être énervé, justement de vouloir faire de la grève des urnes, mais après tout, bon, c'est un droit qu'on nous donne, c'est quand même une certaine façon de peser. Et tu concluais en disant, mais il y en aura bien d'autres, il y aura bien d'autres actions à faire que voter, lesquelles par exemple Tout à fait, et c'est ce qu'on chronique aussi dans Mediapart, et c'est aussi notre approche en fait des affaires européennes et de l'actualité européenne qu'on mène ici en chroniquant aussi les mouvements sociaux et ce qu'on appelle aussi un petit peu en Europe centrale la société civile. Et on a vu justement dans des élections récentes, des élections pour le coup nationales, dans ces pays-là, des figures émerger qui viennent concrètement de la société civile, donc des luttes pour l'environnement, des luttes pour les droits sociaux, pour les droits des femmes, notamment en Pologne, c'est très très fort. Depuis l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement ultra-conservateur du PiS, les femmes se sont énormément mobilisées, notamment pour défendre le droit à l'avortement qui est encore très très restreint dans ce pays. Et donc ça, c'est des mouvements sociaux qui aussi sont pro-européens et qui sont connectés, qui sont interconnectés avec d'autres mouvements dans d'autres pays. Donc effectivement, l'alternative en Europe ne viendra pas seulement des urnes, mais aussi de ce qui monte de la société. Christophe Majas, on discutait également avant l'émission sur l'aspect judiciaire du champ de bataille européen. Effectivement, le champ de bataille européen, il n'est pas juste électoral, il y a aussi d'autres voies, les mouvements sociaux, mais aussi le droit, les batailles juridiques pour mener des batailles politiques au niveau européen. Oui, moi, c'est ma spécialité. Effectivement, j'ai travaillé plutôt sur les aspects juridiques et notamment sur un petit peu les limites qu'essaie de poser à l'intégration européenne la Cour la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, en fait la Cour constitutionnelle fédérale allemande. Mais c'est vrai que l'Europe aujourd'hui originellement a surtout été une
construction par le droit, et effectivement un droit qui s'est, on va dire, ossifié, qui s'est accumulé et qui maintenant devient en fait très difficile à changer. Donc c'est vrai que vous avez parfois des projets politiques qui passent par le droit, et donc maintenant vous n'avez pas un programme sérieux de transformation de l'Europe sans dire comment on va changer les traités et comment on va se donner le droit de les changer en fait. Et donc c'est vrai que je pense que le temps nous est un petit peu compté, donc je m'arrête là. Voilà, on terminera sur cette conclusion. Et puis je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour le prochain plateau avec les résultats des forces politiques en France. Merci.